8h42, nous sommes de retour sur Direct Marché et j'accueille Xavier Dornelas, gérant chez Amplegest. Bonjour. Bonjour. Alors, la Fed devrait remonter ses taux début décembre, enfin lors de sa prochaine réunion de décembre. C'est ce que l'on comprend en tout cas à la lecture des minutes de la Fed de la dernière réunion d'octobre. Quel pourrait être l'impact sur les marchés si on a ce relèvement des taux qui a peut-être déjà été anticipé par les marchés? Je crois que la réponse est dans votre question. Oui. C'est que je crois qu'on n'a jamais été autant prévenu de ce qu'allait faire la Fed. Hum. Donc je pense qu'en fait l'impact en termes de volatilité, il est derrière nous, on l'a connu cet été. Par contre, je crois que c'est quand même un extrêmement bon signe, puisque notamment dans le texte de la Fed, il est dit que la situation économique et financière est revenue à la normale, Hum. et que donc on est dans un environnement stable. Donc je crois que c'est un message qui devrait être extrêmement bien compris par les marchés. Et donc vous attendez plutôt une hausse des marchés? Est-ce qu'on pourrait attendre, on a déjà comme notamment sur les indices européens et sur les indices américains, on a des marchés haussiers depuis maintenant plus d'un mois, fortement haussiers même. Est-ce que ça pourrait être une poursuite de la hausse jusqu'à la fin de l'année? Alors aux États-Unis, on peut se poser la question, c'est une question tout à fait légitime. Pourquoi? Parce qu'on voit que le dollar fort a commencé à freiner très nettement la croissance des chiffres d'affaires. On l'a vu dans les dernières publications, il y a à peu près 90% des sociétés américaines qui ont publié leurs résultats. On voit très bien qu'il y a des mauvaises surprises sur les chiffres d'affaires, mais qu'il y a moins de mauvaises surprises sur les résultats. Donc là, on est à un stade où les marges pourraient commencer à être un peu pincées à cause de la hausse du dollar. Donc je pense que Wall Street, je ne pense pas que Wall Street s'effondre. Par contre, le potentiel de hausse nous paraît plus limité par rapport à l'Europe et au Japon pour une raison très simple, c'est qu'en Europe on est en début de cycle, on est en début de politique monétaire massivement accommodante et qu'on voit que les résultats commencent à reprendre de la vigueur. Il y a eu beaucoup de mauvaises surprises en Europe, mais qui sont en fait liées à des sociétés, on le voit par exemple dans le travail temporaire, vous avez 2 sociétés sur 3 qui ont publié de bons résultats et qui ont annoncé des perspectives positives, et la troisième qui a douché un peu les espoirs. Donc on voit bien qu'à chaque fois, c'est lié à des entreprises particulières. Ce n'est pas un message général d'atonie. Vous trouvez que les politiques monétaires jusqu'à présent ont été efficaces? C'est vrai que la performance des marchés a souvent été tirée par les discours des banquiers centraux. Aujourd'hui, vous pensez que ces politiques-là sont, si en tout cas elles sont efficaces sur les marchés, est-ce qu'on a quand même eu des mouvements haussiers, est-ce qu'elles sont efficaces d'un point de vue macroéconomique? Moi, je ne pense pas qu'il faille se poser la question sous cet angle-là. Je crois qu'il faut voir simplement où est-ce qu'on en serait sans ces politiques monétaires. Je crois que c'est plus La situation serait pire selon vous? la situation serait certainement pire puisqu'il aurait vraiment fallu nettoyer le système en profondeur sans aucune assistance respiratoire, ce qui est toujours assez douloureux. Et il faut rappeler quand même qu'en Europe, même si on a ces coussins amortisseurs sociaux, on est toujours très lent à se restructurer en profondeur. Voilà. Il n'y a que quelques pays comme l'Espagne qui peuvent aller assez vite, mais les autres ne sont pas habitués à ça. Lorsqu'on regarde le Japon par exemple, ils ont eu des politiques monétaires extrêmement agressives et pourtant on est en récession, on n'a pas spécialement d'impact aujourd'hui sur l'économie. Alors, je crois que le problème de la récession au Japon est en réalité pas un faux problème, mais peut-être pas une bonne façon de regarder le Japon, parce que le Japon est un pays qui vieillit très vite. Donc vous ne pouvez pas attendre du Japon que tout d'un coup il se mette à croître à 1, 1,5%. Je crois que ça c'est totalement illusoire. Je pense par contre qu'on va aller de temps en temps de périodes de croissance à des périodes de récession technique comme celle qu'on connaît actuellement. Parce que la récession technique ou le chiffre de décroissance, là c'est lié au stock, à un effet stock qui a été extrêmement négatif sur la croissance. Donc je crois qu'il faut être quand même beaucoup plus modéré sur le Japon. La deuxième chose, c'est que la politique monétaire, elle a pour but en fait, au Japon, de forcer les gens à changer de classe d'actifs, d'abandonner les obligations pour acheter des actions. Parce que le problème est extrêmement simple. Comment est-ce que vous payez des retraites à des gens qui, dans 10 ans ou 15 ans, vont s'arrêter de travailler avec des taux à 0,25? Le seul moyen, c'est de les forcer à prendre des risques et aller vers les actifs où le rendement sur dividende, par exemple, risque d'augmenter. Donc c'est un mouvement qui est en fait beaucoup plus coercitif qu'il n'y paraît. Donc on va revenir un peu sur les marchés maintenant. Vous avez dit que vous étiez finalement plutôt positif sur les marchés européens et notamment japonais parce qu'on est en début de cycle, vous avez dit. Est-ce que du coup le potentiel aussi, on en est finalement au début du potentiel aussi, vous pensez qu'on peut aller au-dessus des 5000 points par exemple sur le CAC? Ah oui, je pense, oui. À quel horizon?
Alors ça, je n'ai pas du tout cette réponse à cette question, mais je dirais par contre que c'est un mouvement naturel. Là, on est sur la lancée. Et je pense que la hausse va se poursuivre certainement dans les mois, dans les trimestres à venir. Ça, c'est vrai. On aura certainement des épisodes de volatilité comme on en a connu cet été. Je crois que ça, il faut l'avoir en tête. Il y a beaucoup de gens qui sont encore totalement traumatisés par ce qu'on a connu au cours des années 2000 finalement. Mais globalement, je pense on entame enfin un rallye et une période de surperformance marquée par rapport aux États-Unis. Qu'est-ce que vous recommandez vous aujourd'hui comme allocation? Alors nous recommandons une allocation qui est dans un fonds, disons, offensif. Nous recommandons à peu près 70-75% d'actions. Ouais. Une partie crédit corporate qui n'est pas négligeable. Pourquoi? Parce que grâce à la correction de cet été, on est revenu sur des spreads de crédit qui sont plutôt favorables, qui permettent de bien rémunérer un risque à court terme. Et ensuite, à l'intérieur du portefeuille, nous sommes toujours extrêmement orientés vers toutes ces sociétés qui maintiennent leur prix, parce que c'est une excellente protection contre la déflation, puisqu'ils maintiennent leur prix, mais aussi contre l'inflation, parce que ce sont les seuls qui peuvent augmenter leur prix plus rapidement que l'inflation. Ce que vous appelez le pricing power, c'est vrai. Pricing power. Chez nous, c'est un thème d'investissement extrêmement marqué. Vous savez qu'on a un produit qui est spécialisé sur ce domaine, mais c'est pour nous quelque chose, c'est une façon extrêmement robuste de défendre les portefeuilles. Outre ce pricing power, est-ce qu'il y a d'autres thématiques d'investissement que vous jouez actuellement? Alors aujourd'hui, je crois aussi qu'il faut regarder un certain nombre de sociétés cycliques parce qu'elles se sont beaucoup restructurées. Au fond, l'Europe est dans La restructuration, c'est un thème que vous jouez, justement, on en a beaucoup actuellement. Alors, on joue, nous, les bénéfices de la restructuration, c'est-à-dire que la moindre augmentation de la croissance a un effet extrêmement fort sur la croissance des résultats de ces entreprises, parce que là, elles sont vraiment en ordre de marche avec des coûts qui sont extrêmement bas, et donc il y a un effet de levier potentiel très important par le biais des marges. Et puis, il y a évidemment l'effet dollar qui nous aide quand même beaucoup. Vous avez participé à la rotation sectorielle qu'on a vue ces derniers mois? Oui, puisqu'on est allé par exemple investir dans le secteur de l'automobile ou dans le secteur du matériel de construction pour jouer ce phénomène-là. Nous avons toujours une position sur les banques. Pour le moment, c'est un peu décevant, mais je crois que tout est fait pour que le secteur des banques commence à monter, puisqu'on voit bien que leur première activité, qui est l'activité de crédit, redémarre de façon assez marquée. C'est vrai que les banques, elles avaient bien performé au printemps et puis après elles ont vraiment sous-performé. Là aujourd'hui, vous estimez qu'il y a un bon timing pour revenir sur ce secteur? Bah oui, je crois que maintenant, disons que le cadre de la réglementation, maintenant, il commence à être assez bien connu. Alors, il y a toujours un homme politique pour ajouter une fioriture, et prendre les marchés par surprise. Mais globalement, je crois que le cadre de fonctionnement, ça y est, on y est. On va probablement assister encore à un mouvement de concentration dans des pays qui sont encore trop, entre guillemets, bancarisés, l'Italie ou l'Espagne. Voilà, le paysage bancaire européen, il est en train de finir de se redessiner. Vous avez parlé de l'automobile. L'automobile, en revanche, c'est vrai qu'on en a profité au moment de la sous-performance de l'été et aussi évidemment aggravé avec le scandale Volkswagen. Aujourd'hui, est-ce que c'est maintenant, il faut peut-être sortir de ce secteur ou au contraire, c'est encore bon de l'avoir en portefeuille? Je crois que si vous voulez, il y a deux aspects dans l'automobile. Il y a effectivement tout ce qui est lié à l'automobile, enfin au scandale Volkswagen, au fait que dans les pays développés, on achète de plus en plus de voitures d'occasion, puisque comme les voitures sont de plus en plus robustes, après tout, on peut acheter des voitures d'occasion sans prendre trop de risques. Mais par contre, vous avez le taux d'équipement dans un certain nombre de marchés qui est encore extrêmement faible. Vous prenez la Chine, vous prenez un certain nombre de pays d'Asie, et là, il y a un marché potentiel qui est considérable pour les constructeurs américains, européens, qui en plus produisent des voitures d'excellente qualité. Donc je crois que c'est toujours un secteur à jouer. Voilà. Ouais. Dernière question sur le secteur énergétique, que ce soit pétrolier, parapétrolier, est-ce que c'est un secteur sur lequel il faut être investi aujourd'hui? C'est un secteur quand même très risqué parce que la chute des cours du pétrole qui peut impacter quand même beaucoup de valeurs. Est-ce que c'est quelque chose que vous jouez aujourd'hui? Non, pas encore. Je crois nous, on attendra de prendre le train en marche et quand on verra que des grandes entreprises en bonne santé commencent à racheter des plus petites qui ont des difficultés, là, on se dira que le secteur est en phase d'assainissement et qu'il y a quelque chose vraiment à faire parce que les grandes entreprises qui sont bien gérées profitent toujours des crises.
pour C'est plutôt les en majors, sorte. Voilà. ce serait plutôt les majors sur lesquels il faut se tourner. C'est plutôt elles qui vont bénéficier Pas finalement forcément, pas forcément. Je crois que les majors, si vous voulez, ça dépend du coup de leurs réserves. Mais par contre, si vous regardez tout ce qui est équipementier, tout ce qui est lié à la production, l'exploration, pardon, là, il y a des sociétés qui sont extrêmement bien gérées et qui vont sortir encore plus fortes de la crise. Ouais. Et c'est là où je pense verra les qu'on pourra, champions. voilà exactement. Et là, on pourra réinvestir. Merci Xavier Dornelas, gérant chez Amplé Geste. On passe à la suite de Direct Marché.